on a une vidéo qui est sortie sur la chaîne Don_Score avec la youtubeuse juste ici What the Fux, qui parle surtout de, je pense si je dis pas trop de bêtises, qui parle surtout d'interface et de jeux vidéo. Et là ils ont fait un sujet sur les apps bordéliques des applications chinoises, ou tout simplement comment en Asie, notamment en Chine, les règles de design sont un peu différentes. Donc on va se regarder ça ensemble. C'est parti. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur une application chinoise ? Vous avez peut-être remarqué que leurs interfaces nous semblent à nous occidentaux très étranges. C'est fouillis, ça semble complexe et pas du tout attirant. En tout cas, c'est très loin de nos habitudes. Surtout qu'on ne parle pas de petites applis, même des géants qui font des centaines de millions de chiffres d'affaires ont des applications comme ça, entre guillemets, bordéliques, les sites e-commerce notamment en Chine. Alors pourquoi on a l'impression que ces interfaces, elles viennent tout droit des années 2000. D'où viennent ces codes chinois qui paraissent si différents des nôtres? Pour répondre à ces questions, on a fait appel à Maureen, une designeuse d'expérience utilisateur dans le jeu vidéo qui connaît bien le sujet. Mais juste avant, j'ai un message pour tout. Ok, alors je vais juste... Pierre, tu nous dis, j'ai vu la vidéo, je trouve que l'intervenante est super biaisée et ne parle quasi pas de l'intérêt du gouvernement chinois à avoir une super app qui permet de centraliser la collecte des données des citoyens. Non. Ok, bah j'ai pas vu la vidéo, donc ton message peut-être pourrais le remettre à la fin du React si tu le souhaites, mais j'ai pas encore vu la vidéo. Et Superman qui dit, j'ai pas du tout pensé ça. Ok, bah écoutez, on verra. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer quelle différence on observe globalement entre les applications occidentales et chinoises? Il y a cette première différence en fait qui est assez marquante de se dire quand j'arrive sur une application chinoise, il y a énormément d'informations où en fait on se dit ouais, je comprends pas du tout en fait ce qui est en train de se passer à l'écran. Et c'est notamment parce que nous en tant qu'occidentaux, quand on a une application ou un site web ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de jeux sur tout ce qui va être l'espacement. On a besoin de blanc, en fait, d'espacer justement les différents blocs de l'application et des sites web. Plus il y a d'espace blanc, plus ça fait épuré, plus ça fait qualitatif, alors que les applications chinoises ou les sites web chinois, c'est pas du tout dans leur habitude. Eux, en fait, moins il y a d'espace blanc, mieux ça va être perçu. À côté de ça, il y a aussi les couleurs. C'est la culture, quoi. Vraiment. Pure culture. En fait, en ouvrant. Ah ouais, très très criarde. Qui font qu'on se dit, il y a trop d'informations. En fait, on n'arrive clairement pas à poser ses yeux quelque part. Il y a beaucoup de rouge de partout. Il y a beaucoup de codes promotion. Alors, tu me dis si j'ai une bêtise, mais en Occident, le rouge, c'est plutôt interdit, sauf si tu as une action destructive ou quelque chose comme ça, quoi. Le rouge, ouais, en Occident, nous, ça va être très... tu vas l'avoir justement sur le bouton raccroché. Il y a ce bouton qui va être en rouge pour te dire tu fais ça, et c'est une action irréversible, quoi. Ouais. Même dans le paysage de la vie de tous les jours, hein, quand on a un panneau stop ou un panneau attention, c'est rouge. Eux, pour le coup... Donc effectivement, déjà, il y a deux sujets directs, les pieds dans le plat. Les applis occidentales, on va faire un zoning épuré, parce que plus c'est épuré, plus ça a une connotation de riche, de pro, de premium. Et d'ailleurs, ça, vous pouvez en avoir plus d'informations aussi dans ma vidéo sur Amazon. Vous tapez Amazon moche sur Google. Why is Amazon so ugly? Je sais pas pourquoi c'est traduit. Pourquoi Amazon est aussi moche, où j'en parle justement. Et la couleur rouge, là, on est en train d'en parler. La couleur rouge qui a une connotation négative, on va dire en France, en Occident, en Europe, et plutôt positive en Chine, par exemple. Le rouge, c'est pas du tout vu de cette manière-là. Nous, c'est vu comme une alerte. Eux, c'est une couleur qui est très très positive en fait. Et on le voit notamment dans le Nouvel An chinois, il y a du rouge de partout. Et dans la bourse chinoise, nous, quand la bourse est en train de monter, la flèche est verte. Quand ça descend, c'est rouge. Eux, apparemment, c'est l'inverse. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est fou, c'est que les barres, là, je sais plus comment ça s'appelle, on appelle ça comment en bourse, les tiges. Les tiges, les tiges montantes. Non, ça a un nom en plus. La banque montante, c'est rouge. Ouais, les bougies, merci. Les bougies rouges, ça veut dire que ça monte, et les bougies vertes, ça veut dire que ça descend. Et c'est comme si dans votre app bancaire, quand tu gagnes de l'argent, t'es dans le rouge. T'as la flèche rouge qui monte. C'est fou de se dire que c'est complètement l'inverse, quoi. Et la bourse qui monte, c'est une flèche rouge. Et si ça descend, c'est une flèche verte. Et dans leurs applications, c'est exactement pareil. Ils en utilisent vraiment dans tous les sens parce que c'est positif. Alors, il y a les marges, les couleurs, et il y a aussi donc, tout ce qui va être l'organisation des différents éléments dans les applications. Alors, on a chacun nos codes. Hein. En Occident, pareil, nos applications, elles ont un peu toutes la même tête parce que quelque chose qui marche, on essaie de le réutiliser. Mais pas tout le temps. Donc, par exemple, on pourra remarquer que si on utilise PayPal, on n'a pas de petit menu en bas qui va nous dire là c'est la home, ici c'est envoyer à tes amis, etc. Il y a d'autres applications là. En Chine, pour le coup, ils l'ont très souvent. Et elle est relativement chargée. Une barre de recherche tout le temps aussi qui est très mise en avant. Nous, PayPal, on l'a pas. Eux, pour le coup, leur équivalent, c'est Alipay et ils ont... Ok, par exemple là, les tab bars. Alors bien sûr, on a des tab bars sur les applis européennes. C'est juste que dès qu'on peut ne pas mettre de tab bar, on n'en met pas parce qu'on trouve ça sympa.
Alors que dans les applis chinoises, apparemment, c'est minimum 4 tabs et une recherche, sinon tu crèves, quoi. Il y a ce côté où eux, ils ont besoin de plus d'images, plus de vidéos. Alors qu'encore une fois, nous, on rejoint ce côté très épuré où il faut le moins d'images possible. En tout cas, si tu veux utiliser une image, c'est pour illustrer un propos. Il faut qu'il n'y en ait pas trop, quoi, parce que sinon, tu es surchargé. Donc, ouais, ils ont ce besoin, et c'est vraiment crucial, de quand tu ouvres une application, un site web, de montrer le plus de fonctionnalités possible, en fait, que cette application-là propose. C'est hyper intéressant. Eux, c'est plus le terme de super app aussi, donc notamment qui pousse ça. J'ai déjà vu le terme, mais pour nous faire un petit peu le décorum. On arrive au moment où le chat, là, vous êtes en train d'argumenter depuis le début de la vidéo sur les super apps. En gros, les super apps, c'est quoi? C'est des applis où tu as tout dedans. Et il y en a qui disent dans le chat que il y a aussi une volonté du gouvernement chinois de faire des super apps, comme ça ils peuvent contrôler un peu tout ce que tu fais à droite et à gauche, que ce soit pas isolé, c'est ce que vous dites dans le chat. Après je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je peux vous donner mon expérience, notamment au Pérou. Il y avait une appli qui était on va dire l'équivalent de Deliveroo, Uber et tout, et l'appli faisait tout, hein. C'est-à-dire que quand tu allais sur cette appli qui s'appelait Rappi, R-A-P-P-I je crois, ou R-A-P-I, tu pouvais commander à manger, commander des médicaments, prendre rendez-vous chez le médecin, commander un taxi, commander un livreur, commander tout, quoi, tout. T'avais tout sur l'app, il y avait une option pour avoir ta banque, faire une carte de crédit, tout était sur la même app en fait, et c'était Rappi par exemple. Et donc je trouve que ce soit en Asie ou en Amérique du Sud et tout, il y a cette culture de la super app. Est-ce que c'est plus culturel en fonction des utilisateurs, ou alors c'est plus quelque chose où le gouvernement va avoir la main mise sur les utilisateurs d'une façon globale? Je ne sais pas. Ça, c'est pas à moi de vous le dire, mais on pourra écouter. Quoi les super apps et qu'est-ce que tu peux faire dedans? C'est ce que veut faire Elon Musk avec Twitter, mais bon, il va pas y arriver, mais voilà. Une seule et même application qui a plein de mini-programmes. Typiquement, les Chinois, ils ont WeChat, qui est plus ou moins l'équivalent de WhatsApp, mais qui a plein de mini-programmes dedans. C'est-à-dire que tu vas sortir WeChat pour envoyer des messages à tes potes, mais en réalité, tu vas aussi avoir le QR code pour pouvoir payer au magasin, tu vas aussi pouvoir potentiellement commander un Uber à manger. Enfin, c'est vraiment... Ok, c'est littéralement Rappi, quoi. Pourquoi Elon Musk va pas y arriver? Il essaye, mais il y a trop de pertes de vitesse, il y a trop de problèmes de monétisation sur X. Et surtout, je pense pas que les Européens aient la culture pour accepter les super apps. Les Européens, nous, c'est mon sentiment, peut-être que je dis de la merde, et corrigez-moi dans le chat ou dans les commentaires, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que notre culture, elle soit encore plus sur des apps séparées, bien que au final, on soit dans le même cas, parce qu'on utilise WhatsApp pour chatter, Instagram pour faire des stories et des posts, Facebook pour nos groupes et tutti quanti, et au final, on est chez Meta. Dans un monde, on va dire, chinois, Meta pourrait être une appli, où il y a tout dedans. Voilà. Après, c'est le rêve de tout créateur d'appli en Europe de réussir à faire passer une super app, parce que du coup, tu gagnes vraiment beaucoup de données sur les utilisateurs, puisqu'ils font tout dans la même application, sans devoir faire de revente de données à droite et à gauche. Encore une fois, je parle de quelque chose dont je suis pas vraiment formé, mais n'hésitez pas à mettre des coms ou des commentaires et des chats si vous voulez qu'on en discute, quoi. Une application qui a plein de mini-programmes à l'intérieur, et pour eux, encore une fois, dans leur culture, c'est vraiment cette notion de plus il y a des choses qui sont faisables à l'intérieur d'une seule et même application, plus elle est qualitative. Alors que nous, pour le coup, en Occident, si jamais on nous propose une application qui a autant de fonctionnalités, on va se dire, il y a un truc qui est louche. En gros, moi, quand je prends une appli, si elle fait trop de choses, je me dis, elle va faire trop de choses, mais moins bien. Une appli, one action, one app, avec une seule fonctionnalité bien clean, tu vois. C'est vraiment une question de point de vue. Mais ce qui m'embête avec les super apps, moi, c'est qu'en fait, c'est littéralement un OS, quoi. C'est comme si t'avais un iOS avec tous les logiciels. Et du coup, autant que WeChat, ce soit l'OS de ton téléphone, quoi. Mais bon, c'est un peu... En vrai, c'est juste un peu décaler le problème. Parce que si t'installes toutes les applis de Meta avec tes logins with Facebook partout, c'est comme si t'avais une super app, quoi. Ouais, ce sera beaucoup moins bien que des applications concentré. Voilà, mais ça c'est encore une fois très culturel, c'est notre tête qui dit ouais mais non, c'est toute cette histoire de si tu sais tout faire, c'est que tu sais rien vraiment très bien faire, alors qu'eux ils ont pas du tout cette notion. Je paraphrase, désolé. Super app, là, est-ce que c'est des écosystèmes fermés ou est-ce que il peut y avoir d'autres acteurs qui vont faire un partenariat entre guillemets pour faire apparaître leur appli dans la super appli? Ouais, tu peux avoir justement des mini-applications, mais c'est pas forcément WeChat qui développe les mini-programmes, c'est un mini... Alors là, c'est l'enfer, parce que du coup, dans WeChat, tu peux avoir un module Deliveroo, par exemple, et du coup, ils intègrent dans WeChat une mini-app Deliveroo, et là, ça devient de la merde, parce qu'en fait, autant installer l'app Deliveroo à côté, mais comme des gens sont habitués à être sur WeChat, oh, la galère. Parce que du coup, là, au niveau expérience utilisateur, ça doit être dégueu, la tab bar, elle doit envoyer vers un autre menu. Ah, c'est tout ce que je déteste. C'est tout ce que je déteste, je pense. C'est le truc où c'est une app imbriquée dans une autre et tout. Un programme qui va être développé par
Un tiers. peut-être même toi. Mais ça, j'ai trop du pour mal à essayer comprendre. d'intégrer ça là-dedans. Ah bah voilà. J'ai du mal à comprendre à quoi c'est mieux quand même. parce que Je dis tout ce qu'ils vont dire avant, mais on est d'accord, en tant que Français, ça nous choque. D'avoir De différentes réinventer le concept d'un OS, quoi. Ouais. Tu vois, c'est genre... Parce qu'en fait, voilà. c'est vraiment cette notion de te dire, t'as pas à sortir 5 applications différentes, genre te dire, ok, là je suis sur Pas à Google Maps. télécharger, ouais. Ouais, t'as pas à télécharger tous ces trucs différents. C'est Ah, pas, mais même. j'ai commandé mon café sur Deliveroo, maintenant je sors Google Maps pour savoir où est-ce que je vais. Ah. Tu vois, rien. Nous, on peut déjà commencer à voir ces exemples-là. Aujourd'hui, Maps, avant, il n'y avait pas ça, mais par exemple, quand tu vas décider d'aller quelque part, il va te proposer, Ouais. tiens, tu peux aussi y aller en utilisant Bolt ou en utilisant. Ah, mais ça ouvre l'appli. C'est des choses qu'on n'avait pas de base. Et ces trucs-là, c'est quand même vachement pratique parce que tu peux L'appli fait voir 60 déjà gigas. directement dedans combien ça peut te coûter. Et Par potentiellement, contre, après, tu dois changer d'appli, Exactement. scanner, machin, alors que tu serais en Chine, il n'y aurait pas besoin. il n'y aurait pas besoin. Tu seras Ouais. sur WeChat et Moi, tu j'aime as bien tes changer différentes d'appli. fonctionnalités. Tu peux tout faire dans une seule et même application. Et donc, il y a un Ah. côté très pratique là-dessus. Ouais, après, moi, je me mets à leur place. J'imagine quand, par exemple, ils viennent en Occident et puis qu'ils doivent télécharger. Ouais, c'est ça. Mais moi, je me sens plus sécurisé d'avoir mes logins mots de passe par application que tout avoir sur un seul truc. En vrai, c'est grave quand même. En fait, le Gouv peuvent tout contrôler. C'est ça. Tout à fait. Ils ont toutes les infos, du coup, sans devoir revendre les infos entre applications, parce que tout est dans la même application. J'ai 4000 applications pour faire plein de trucs différents. Ils doivent Oh, putain, devenir c'est quoi, fous. ça Ah ouais. C'est Ouais. quoi cet archaïsme là Ouais, c'est clair. En plus, nous, on a plusieurs applications de chat pour la parfois messagerie, des c'est- groupes d'amis différents. T'as Messenger, t'as WhatsApp, t'as... Ce genre d'appli a le monopole. Un peu, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. C'est pour ça que tout le monde, les Américains, les Européens, envient les peuples sud-américains, asiatiques et tout, parce que eux, ils ont des super apps et ils ont vraiment la main sur plein de trucs. Quoi. Le seul avantage, point de vue dev, c'est que ouais, pour passer les infos d'un truc à l'autre, c'est plus pratique. Mais voilà, pour maintenir le code du gros bousin, quoi. Tu te fais pirater ton compte, tu perds tout. Il y a un peu de ça aussi, ouais. Ça ferme les possibilités entrepreneuriales. Bah si, en gros, ils l'ont expliqué là précédemment. Tu contactes WeChat et tu essayes de te faire intégrer ton module dans WeChat avec un développeur tiers. Du coup, c'est l'App Store WeChat, quoi. Signal, t'as Instagram, Telegram. Moi, je pense que eux, ils comprennent pas. Ouais, non, mais c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas cette fragmentation là-bas. Non, en fait, alors ça c'est aussi autre chose qui a fait qu'ils ont évolué dans ce sens-là. C'est que nous, pour le coup, quand on a commencé à évoluer vers toute cette ère du digital, on est d'abord passé par les PC, les ordinateurs, et ensuite le mobile. Eux, pour le coup, vu que les PC coûtaient... Enfin, Quand tu te fais ban de WeChat, ta vie est finie, ouais, c'est ça. En Chine, ton compte est lié à ta carte d'identité. Oui, c'est vrai. Et en fait, peut-être ça déplace le problème parce qu'en mode, de toute façon, t'es baisé à toute façon. Juste, je me permets de faire une petite pause. Voilà, merci à tous. trop cher par rapport au téléphone, enfin au mobile, à produire, à vendre et quoi que ce soit. Ils sont directement passés en fait au mobile. Ce qui fait que quand nous, on a toute notre culture de design qui a été faite autour du web d'abord, c'est-à-dire on design pour le web et ensuite on s'est dit ok maintenant il faut qu'on l'adapte sur les téléphones portables. Eux, ils se sont retrouvés directement sur les téléphones portables. Et donc il y a cette évolution qui est différente où pour le coup nous on faisait déjà beaucoup de choses sur ordinateur. Ouais. Google Maps existait sur ordinateur, transférer de l'argent bah, c'était nos comptes bancaires. Et bah, quand ensuite les applications sont sorties, ça a été un peu plus difficile et il y a eu ce besoin de faire confiance de passer sur le téléphone. Alors que eux, vu qu'ils étaient directement en fait sur le téléphone, il y a moins eu ce besoin de se dire ok, il faut avoir confiance en ça, parce qu'ils ont eu directement ça. Et très rapidement, ils ont eu aussi du coup ce besoin-là qui n'était pas d'être réassuré sur la fiabilité des applications, mais plus ce besoin de praticité, de se dire je veux pas télécharger 50 applications c'est super différentes. Ouais. Et du coup, j'ai une seule et même application où je vais faire mes mini-programmes. C'est intéressant parce que justement, tu peux avoir parfois sur des outils un conflit entre ce qu'on va appeler les power users, donc les utilisateurs qui veulent optimiser leur productivité, versus la personne lambda moyenne qui, elle, veut maximiser la simplicité d'usage. Le power user, il voudra un maximum d'options disponibles, compactées, et tu le vois dans des projets open source où justement, comme il y a beaucoup de power users, ça crée des interfaces parfois très chargées, parce que c'est pas les mêmes envies derrière. C'est ça. Comme nous, on a été peut-être un peu plus lent à la transition sur le mobile, on est beaucoup plus des normies, entre guillemets. Ouais, c'est un peu ça. Et de leur point de vue-là, il fallait tout de suite des applications Eux, c'était tout La de petite suite, bulle m'a fait rire. des applications puissantes qui permettent de tout faire instantanément, De tout faire parce qu'il n'y a pas toujours l'ordi. C'est pas un peu ce que fait Google ou Meta, ils ont juste découpé en plusieurs apps pour que ça passe. Ben, c'est ce que j'ai dit il y a 5 minutes, Paco.
c'est que du coup en vrai en Occident on a beau dire ouais nous on a des apps différentes pour tout, derrière c'est les mêmes maisons mères et juste effectivement t'es login with Facebook partout mais tu utilises WhatsApp pour chatter, Instagram pour tes réseaux, etc., quoi. Donc il y a ça, mais il y a aussi la notion vraiment encore une fois de culture. C'est Hofstede d'ailleurs, c'est un psychologue social qui a fait plein justement d'études notamment sur les cultures, et pour identifier en fait et essayer de comprendre les différents pays ainsi que leur culture, il a essayé de créer tout un barème, ouais, c'est ça, avec différentes dimensions. Et notamment, il y en a deux qui sont hyper intéressantes. C'est à quel point le pays va être collectiviste ou individualiste. Donc, collectiviste, ça va être vraiment... on a l'habitude d'être entouré de plein de monde et on travaille pour un groupe. On est là pour un groupe. Individualiste, c'est plus justement l'Occident où on pense individualiste. C'est ce que j'allais dire, ouais. Nous, on est individualiste et les peuples genre chinois, japonais, tout peut-être plus collectivistes. Individuellement parlant, c'est pour le bien d'une personne. Et la deuxième dimension, c'est vraiment à quel point on accepte le risque. Et en fait, ces deux dimensions-là, elles sont hyper importantes dans la compréhension aussi de comment la Chine a évolué comparé à nous. C'est que parce que eux sont beaucoup plus collectivistes, ont l'habitude d'être tout le temps en groupe. La notion de vie privée, c'est aussi quelque chose qu'ils ont beaucoup moins par rapport à nous. Par exemple, moi, je sais que j'étais allée en Chine voir mon copain. Je voulais aller aux montagnes jaunes. Je décide de payer avec ma carte bancaire pour justement voir ça. Il y avait 2 Chinois qui étaient à côté de moi au moment du paiement, alors que je rentrais mon code de carte bancaire. Et je me disais, mais il n'y a pas de... Alors par contre, Maureen, c'était des pickpockets. Après, ils m'ont planté un couteau dans le ventre et tout, parce que c'était collectiviste et tout, j'ai pas compris. Non, c'était des pickpockets, attention. Ligne pour dire que justement, il faut être plus loin derrière. Non, ils ont pas du tout cette notion, en fait, beaucoup moins en tout cas par rapport à nous, d'espace privé. Ils ont jamais vu quelqu'un utiliser une CB. Ouais, si je pense quand même là, je pense qu'ils étaient juste peut-être pas très polis, mais bon, c'est peut-être un autre problème. Il y a aussi, en vrai, je sais pas s'il y en a déjà qui ont voyagé en Chine, ou voyagé tout court, les limites ou les normes de politesse genre des Chinois, elles sont assez différentes de nous, et je sais que eux envers nous et que nous envers eux, on est assez gênés des fois de l'impolitesse du peuple, et du coup ça peut être aussi juste des trucs sociaux qui sont moins habituels chez les uns et chez les autres, quoi. Et donc ils vivent vraiment en collectivité, beaucoup moins individuelle, ce qui fait que les applications en fait, la manière dont... J'étais en Chine cet été, les Chinois aiment bien t'observer, ils sont très curieux. ok dont elles sont designées, ça reflète justement la manière dont eux vivent de manière générale. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est quelque chose qui ne les dérange pas d'avoir cette notion... Tout centraliser. Voilà, de tout centraliser, tout parce serré. que c'est bien pour le groupe, parce que c'est plus pratique pour tout le monde. T'as effectivement pas à dire à ton pote, vas-y, moi, je te fais un virement par PayPal, alors que lui, il a Lydia ou quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment cette partie-là. Et il y a aussi la partie ils ont beaucoup moins peur de nous. Ils acceptent beaucoup plus facilement le risque que nous. Et typiquement, avec justement la protection des données ou d'autres choses comme ça, eux, de savoir que toutes leurs données sont sur une seule et même application, c'est pas tant un problème. Alors c'est que horrible. nous, par exemple, quand Meta a commencé à annoncer, voilà, on a toutes ces applications ensemble, il y a tout le monde qui a dit, ouais, moi je pars sur Signal, ou genre je switch d'application. Ouais. Vraiment, c'est parce qu'on est beaucoup... T'imagines, tu perds ton compte WeChat, t'es foutu de chez foutu, quoi. Éduqué, entre guillemets, et regardant sur la protection de nos données, et surtout, encore une fois, on est individualiste, donc on a peur pour nos propres données, alors que les Chinois, ils savent que ça part au gouvernement, et que le gouvernement les gère comme eux le souhaitent. Salut Hot Nerd. Mais ils ont pas cette peur-là, en tout cas, de protection de données, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Par exemple, on n'a pas trop parlé de... Si c'est lié à ton ID, c'est peut-être moins la loose. Ouais, tu peux peut-être moins te faire pirater. C'est peut-être ça que tu veux dire, Roger? Ouais, j'avoue. Peut-être, je sais pas, je ne connais pas le sujet du tout. C'est surtout par rapport à la vie privée de partir sur Signal par rapport à WhatsApp. C'est ça. Quand Meta, ils ont annoncé que tout ce que tu pouvais dire dans Messenger, WhatsApp pourrait être utilisé à des fins publicitaires dans tout le truc du groupe Meta. Bon, c'était déjà le cas, juste les gens, ils ont eu une prise de conscience, quoi. Désolé de la question, pardon de la réaction. Mais plus personne n'utilise les SMS de base. Pourquoi utiliser WeChat, WhatsApp forcément? En fait, ça, c'est culturel aussi, tu vois. Genre moi, en France, je peux te dire un truc, alors info chat à vérifier, mais que par exemple, en France, on a été un des pays à avoir les SMS illimités en premier. Mais dans plein d'autres pays, parce que moi j'ai une pote qui a beaucoup voyagé, elle m'a raconté, dans plein d'autres pays, notamment Amérique du Sud, les SMS illimités, ça n'a jamais existé, et même dans d'autres pays moins loin de nous. Genre même, je pense que l'Allemagne, ils ont jamais eu les SMS illimités, tu vois. La Belgique et tout ça. Nous, on a eu vraiment, en France, on a eu le meilleur internet et la meilleure téléphonie au niveau des prix et des performances du monde entier. Du coup, nous, on a l'habitude de faire des SMS illimités, mais dans d'autres pays, c'est la 4G
qui a été en premier. Parce que comme elle l'a expliqué, Maureen, nous c'était les ordis et tout machin, mais il y en a, ils sont développés en Afrique, en Amérique du Sud, directement en mode mobile. Et la data illimitée, c'est arrivé plus tôt. Et du coup, les SMS, ça coûtait 10 centimes et WhatsApp, c'était gratuit. Juste connexion 4G, 3G plutôt à l'époque. Et pareil, en Belgique, les prix Internet, c'est une horreur. En Allemagne, les prix Internet, c'est une horreur. Les débits sont cata. Même aux États-Unis, Internet, ça coûte très cher et les débits sont catastrophiques. Et donc, bref, tout ça pour dire que ça a fait que les gens n'utilisaient pas les SMS de base, quoi. Après, bah, les SMS de base, comme le dit-il, niveau sécurité, c'est un peu catastrophique. Et surtout, t'as eu des fonctionnalités comme envoi d'images, envoi de vidéos, rapidité, partage de pseudos, création de groupes de messages. En SMS, tu peux faire de groupes de messages. Tout ça pour dire que les applis ont été très vite au-dessus des SMS de base, quoi. Même les MMS de base. Donc, effectivement, à part e-message, qui est juste un genre de WhatsApp entre iOS, il n'y a pas d'application de SMS qui est à la hauteur, quoi. Voilà. Et aussi, bah, il y a le côté social. Quand tu te dis, t'as un Snap, t'as un WeChat, bah, n'importe quelle personne de la population chinoise que tu croises, elle a forcément un ID WeChat, donc les gens vont là parce qu'ils vont retrouver nom, prénom, sa tête, ils savent qu'ils peuvent rentrer en contact facilement et avoir des cross-informations, ils peuvent jouer à Scrabble en ligne, ils peuvent commander une commande Deliveroo et partager la note, ils peuvent se faire des virements, ils peuvent faire tout, tu vois, ils peuvent faire un watch together d'un film qu'ils ont loué sur Netflix, j'en sais rien, c'est une super app, donc tout le monde va sur l'appli, tu vois. La langue. Oui. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont reflétées par le fait qu'on a des langues très très éloignées quand même? Ouais. Eux, ils ont donc des caractères qui sont logographiques, alors que nous, notre langue, elle est romane, c'est très linéaire en fait. On lit un mot de gauche le à Notion, droite. je reconnais Notion. Les caractères, c'est une image en fait en réalité qui est bidimensionnelle. Donc rien que ça, en fait, c'est bête à dire, mais ils ont, dès la naissance, en fait, une manière de penser et de lire les choses et d'appréhender les choses qui va être beaucoup plus complexe que la nôtre, parce qu'en fait, ils regardent l'ensemble pour ensuite se concentrer sur un élément, alors que nous, on va beaucoup plus, en fait, regarder un seul et même élément d'abord pour ensuite voir ce qui se passe autour. Si je dis ça, c'est parce que c'est très, très lié aussi avec la manière de penser. Donc ça, c'est deux autres termes, en fait, qui sont hyper intéressants aussi. C'est vrai que le langage et l'écriture, elles changent carrément la façon de penser, quoi. Parce que c'est par idée, par mot, ça vraiment on pourra jamais en tant que personne née en Europe, née en France, avoir le cerveau d'un Chinois, tu vois. On pourra jamais savoir comment ça se branche dans leur cerveau, quoi. Il y a une manière de penser qui est très analytique et une autre manière de penser qui est holistique. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que nous, en tant qu'occidentaux, quand on va regarder une application ou un site web, on va se concentrer sur des boutons. Par exemple, le bouton acheter pour moins 50%, forfait 2 pour le prix d'un. On se focus vraiment sur différents éléments, mais espacés, pas le tout. Et c'est notamment ce pourquoi les applications et les sites web sont beaucoup plus espacés, beaucoup plus de blanc, parce qu'on va se dire, OK, on focus l'attention sur différentes parties sans trop charger sur le tout. D'ailleurs, c'est hyper important, on le dit tout. D'ailleurs, en mobile, on dit toujours une page, une action, quoi. En vrai, normalement, dans l'idéal, en tout cas pour nous en France, c'est un contenu, une action. Dans l'idéal, 2 actions, pourquoi pas. Après, ça devient plus dense, mais t'arrives à parler à l'utilisateur en faisant un titre, un contenu, une action, c'est toujours plus agréable, quoi. Toujours dans les designs de sites web, d'avoir des call to action, Oui. Voilà. des éléments sur Clés. lesquels sur lequel l'utilisateur doit se concentrer et de mettre le paquet pour que Sur ça, pour que tu cliques, en fait. pour que tu cliques, ouais. Alors que pour le coup, les Chinois, l'Asie, en fait, de manière générale, a une analyse qui est beaucoup plus holistique et qui est liée à leur caractère aussi, qui va faire qu'au lieu de voir les différents éléments un par un, ils vont vouloir voir le tout d'abord, pour identifier quelles sont les différentes fonctionnalités, qu'est-ce que l'application propose. Ils veulent voir tout ce qui est possible pour rentrer ensuite dans le détail, mais ils veulent pas voir un truc à la fois comme ça, non. Quelles sont les différentes choses, et ensuite se dire, OK, je clique sur quelque chose et je vais dans un flow un peu plus profond. Donc on a une approche qui est complètement différente. Ça a été observé notamment par, l'ancien directeur de Google Asie, quand ça existait encore, qui pour le coup avait fait justement de l'eye tracking. Donc l'eye tracking, c'est un appareil qui va permettre de voir exactement où vont tes yeux sur des tests utilisateurs, et donc de voir comment tu scannes en fait le site et l'application. Et ils se rendaient compte notamment que les Chinois étaient très je scanne tout et ensuite je vais à un endroit, alors qu'ils ont testé ça sur des Américains. Les Américains, c'était très je m'arrête sur justement les différents call to action. Vous me faites rire le chat. Donc c'est pas une fumisterie d'ergonome, ça a été mesuré. C'était mesuré, testé. Et d'ailleurs, il y a des applications chinoises comme Shein et même Taobao qui en fait sont des entreprises chinoises, mais qui ont fait un design occidental. Ah ouais. Parce que eux, chez eux, le design n'est pas du tout comme ça. Et donc c'est vrai. Attends.
Chinois, Taobao, USA, Amazon. Ouais, après c'est deux entreprises différentes. Mais ce serait intéressant de voir comment Taobao s'affiche en Europe et comment Amazon s'affiche en Chine. Il y a deux versions, quoi. Oui, il y a deux versions. C'est même pas le même nom, en fait, d'application. Notamment, j'avais vu, c'était Deliveroo. Ah, aussi, autre truc. Allez voir le TikTok, le vrai TikTok chinois qui s'appelle comment? J'ai oublié. C'est le bout de la langue. Ça me rappelle Yahoo à l'ancienne. Ah, c'est ça. Douyin, merci. Allez voir Douyin. Connectez-vous là sur Douyin. Parce que si vous trouvez que TikTok, c'est intense, c'est chinois, c'est... Voilà. Allez sur Douyin et regardez un peu la page. Et là, vous dites, ah oui, allez, c'est Douyin, ça. T'as vraiment tout ça. Bon, c'est un peu petit là. Tu vois. T'as vraiment tout ça. Et tout ça. Bon, je comprends pas, mais vous avez compris l'idée, quoi. Il y a une autre profondeur, quoi. Elle va en parler. Excuse me, princess. Désolé. Et l'équivalent chinois qui mettait, mais en fait, je foreshadow tout. T'as tous les types de nourriture, mais sur 5 lignes, et ensuite tu peux encore tout switcher de cette manière-là. Ça prend énormément de place. Ce qu'elle dit là sur l'application Deliveroo, tous les types de nourriture et tout, j'ai vraiment vécu ça du coup. Alors j'en ai parlé en début du live, mais moi j'ai vécu ça en Amérique du Sud quand je suis allé au Pérou. C'est Rappi, R-A-P-P-I. Vraiment l'appli, quand j'étais dessus, j'étais en mode waouh, c'est une dinguerie et tout. Et t'avais vraiment ce mood de, t'avais tout ton compte en banque. Tu peux lancer un karaoké. Oh, je dis ça en rigolant, il y a vraiment un micro. C'est vraiment une dinguerie. Alors que nous, notre Deliveroo, en fait, le type de nourriture est très très soft. C'est sur une petite ligne. Faut swiper, ouais. Et vraiment un karaoké, désolé. Vers voilà, les potentielles recommandations. Bien sûr. Hein. On vous voit, les gens. On vous voit. Hein. On vous voit, les Chinois. Hein. Vous avez cru qu'on vous avait pas vu comme ça? Non, mais c'est vrai, ça commande ces petits pieds là. Petite photo de pied. Hein, on vous voit. Dernière chose que tu as acheté. C'est vrai que si on regarde en termes de surface d'écran, là, chez nous, il y a la place pour 3 icônes et demie, entre guillemets. Mais c'est ça, ouais. Pied, quoi. Et nous, il y a beaucoup de place, là, en plus, quand tu vois comme ça. Tu arrives à dissocier vraiment les différentes parties de l'interface en disant, là, il y a mon titre, là, il y a mes éléments en dessous qui correspondent à ce titre-là. Alors que eux, c'est très rapidement tout ce qu'on propose. On maximise la... Ok. Ma copine travaillait pour Dragon Rouge, une entreprise de com française basée en Chine. Et c'est hyper intéressant de voir les différences dans les projets de communication pour les mêmes marques, mais en Asie ou Europe. Le projet n'a rien à voir. Ouais, c'est encore un autre truc, un peu moins technique, mais la communication, le marketing aussi, ça doit être quelque chose, quoi. L'accessibilité en Chine, ça donne quoi? Bonne question. Je sais pas trop, ouais. La surface d'écran. On maximise, c'est ça. Et ensuite, toutes les promotions aussi. Et le rouge. Le rouge, là, qui pète, effectivement. Mais parce que dans le physique, ils ont ça aussi. Tu peux voir sur YouTube, il y a justement des personnes qui s'amusent à filmer des promenades de nuit à New York, à Shanghai. Et en fait, tu vois à quel point, en comparant, même si New York c'est très éclairé, et il y a beaucoup de couleurs et tout, c'est pas du tout fait de la même manière qu'en Chine. À Shanghai, tu vas avoir justement toutes ces couleurs dans tous les sens, tous ces néons de partout, les affiches que tu vas lire, il y a de l'information pareil dans tous les sens. Il y a très très peu d'espace en fait pour le vide, parce que eux c'est pas bien vu. Mais du coup, pour les applications, c'est super intéressant. Mais du coup, oui, Phoebe a fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois. Effectivement, c'était aussi dans mon benchmark quand j'ai commencé à écrire ma vidéo là-dessus. Les différences occidentales, asiatiques. Ouais. Du coup, j'ai envie de faire une vidéo comme ça sur ma chaîne, donc j'essaierai de vous apporter déjà le côté francophone de Phoebe, qui est une vidéo en anglais, et puis donner mon avis perso aussi. Dans les jeux vidéo, parce qu'on joue aux mêmes jeux vidéo, donc j'imagine que toutes les règles que tu as dit avant, elles s'appliquent aussi, j'imagine, dans le game design. Il y a beaucoup de règles dans le web et dans les applications. Dans le jeu vidéo, c'est pas du tout comme ça, en fait. Il y a, en tout cas, en Occident, aujourd'hui, il y a très, très peu de règles où tu peux te dire, OK, je prends ma Bible du X et je suis capable de me dire, ça s'organise de cette manière-là dans les interfaces. Parce que même si tu as cette impression-là, en fonction de ton jeu, en fonction de ce que tu veux mettre en avant, de manière générale, de ce qui se passe, en fait, dans ton jeu, t'as un petit Genshin Impact, là. Mais faut quand même faire attention parce que c'est pas très intéressant d'avoir des jeux qui ont tous la même tête. Et ensuite, parce qu'encore une fois, en fonction de tes contraintes et en fonction des mécanismes du jeu, t'as pas besoin de mettre les mêmes choses en avant. Mais par contre, c'est vrai que dans les jeux asiatiques, moi j'entends très souvent dire, mais en fait ils s'en foutent de l'accessibilité. Oui, de l'accessibilité. C'est-à-dire que tu vas devoir cliquer sur 3 boutons en même temps, ton menu c'est pas clair, l'ergonomie de manière générale, ça dépend. Encore une fois, il y a des jeux qui sont très bien faits, en tout cas d'un point de vue occidental, et des codes entre guillemets UX, on se dit ok, c'est clair. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi. Après je trouve que le jeu vidéo, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez,
c'est un peu différent parce que imagine un jeu vidéo genre Street Fighter où pour faire l'attaque ultime, c'est un seul bouton hyper ergonomique. Bah du coup, tu perds le côté tryhard de devoir faire une combinaison pas du tout intuitive qui te demande de l'entraînement et tout. Donc il y a un juste milieu entre un jeu hyper ergonomique accessible, mais du coup tu perds un peu le juice du truc d'avoir un peu de galère, et le truc tout est obscur, et du coup c'est pour les power users et tout, mais il y a un peu de... Il doit avoir un peu de trucs random, comme dans la vraie vie, tu vois. Pourquoi pour réussir à brancher ce câble, je dois faire ça et ça pour que ça rentre, tu vois, c'est un peu recréer des trucs un peu aléatoires de la vie, quoi. Elle parle des menus, bien sûr, mais elle dit aussi, il faut cliquer sur 3 menus pour équiper son truc. Bah, dans la vraie vie, pour équiper ton truc, tu dois marcher jusqu'à ton armoire, enlever toutes tes autres armures, trouver la bonne armure, tu vois, c'est pas genre ploup, elle apparaît sur toi. Donc, même si l'interface, elle est un peu moins ergonomique que sur un site web, moi, des fois, je trouve ça intéressant que le menuing, des fois, il soit pas complètement horrible, mais que, je sais pas, je dis pas qu'il faut que ce soit mal fait, mais il y a des fois un petit charme de, effectivement, changer d'arme, machin truc, enfin je sais pas. Oui, il y a des interfaces, bien sûr. Ça dépend des jeux, bien sûr, ça dépend des jeux. Le menu de Delta Force, jeu chinois, c'est un enfer comparé aux autres jeux, effectivement. Après, quand tu vois les jeux comme Breath of the Wild, où ils ont bien optimisé le changement d'armes, etc., il y a quand même des gens qui se plaignent que des fois le menu est trop long, ou que ça soit comme dans le jeu où tu joues Zelda et tout, là. Donc voilà. Ça dépend de l'attention du jeu, tout à fait, c'est ça. Ça, c'est important. Que ce soit en cohérence avec le jeu. On se rend compte qu'en disant ça, on a notre biais, encore une fois, occidental. T'as plus de temps à consacrer à un jeu qu'à Deliveroo. C'est une vraie phrase intéressante parce qu'à une époque, oui, mais il y a des types de users qui veulent jouer comme ça et optimiser leur temps aussi. Donc il y a différents types de joueurs là-dessus. Je sais que le design, c'est ça les codes plus ou moins connus, alors qu'en fait, ça se trouve, non. C'est relatif, entre guillemets. Ouais, c'est totalement relatif. C'est hyper intéressant. C'est que d'un certain point de vue, tu pourrais dire que c'est nous qui sommes en retard en réalité. Sur le fait que on a besoin de designer des applis, entre guillemets, hyper intuitives parce que vraiment on a peur de perdre les gens tout le temps, mais que là-bas, justement, ils sont plus ou moins dans l'étape d'après, de maximiser l'efficacité, l'usage. On a notamment parlé avec Vincent Delacour, qui est un Français qui vit en Chine depuis 20 ans, et il a beaucoup d'expérience en développement d'applis, de microprogrammes, justement. Il a dit une phrase, je crois, c'est 2 ou 3 fois plus ergonomique en réalité. Ouais, en termes d'ergonomie, je dirais pas qu'ils sont ultra en avance, parce qu'encore une fois, je pense que chacun, on a nos manières de voir les choses, et si demain on décidait d'avoir le même design que les Chinois, en fait, ce serait reprogrammer notre cerveau. C'est comme si... Ah, je vois ce qu'il veut dire. C'est plus ergonomique parce que t'as un accès direct à... Par contre, c'est moins élégant peut-être. FF14, ils ont bien bossé leur interface. Ok, vidéo sur les open world, ouais, j'avais vu ça aussi. Si tu me disais, en fait, maintenant tu t'arrêtes au feu vert et tu démarres au feu rouge, on a trop cet impact culturel en fait sur nous. Par contre, en termes d'expérience globale, ouais, ils sont très avancés. Et c'est vrai que quand justement il expliquait tout ça, je me dis mais en fait j'ai l'impression que c'est Black Mirror. C'est-à-dire qu'il nous expliquait des cas où c'est très pratique. Par exemple, tu vas dans un magasin, le BM Word. T'as pas ta carte bancaire, ton téléphone, ou même juste t'as la flemme en fait de sortir tout ça. Tu prends en fait un élément dans le magasin, tu as besoin d'un chargeur, tu as besoin d'acheter à manger, tu peux repartir. Et vu qu'en fait toutes les données sont partagées, donc il y a ce problème de données, et qu'il y a des caméras de partout, ça scanne ta tête, et ils savent que tu as pris ça, et tu as moins 5 € sur ton compte bancaire sans avoir rien sorti. C'est comme Amazon Go. Ouais. C'est comme Amazon Go, sauf que là vraiment t'as pas le choix, quoi. Tu es traqué par défaut, quoi. Mais du coup, on fait quoi des règles de design genre white space, hiérarchie et tout? Bah, elles sont contextuelles, quoi. Elles sont relatives. C'est-à-dire qu'elles sont pas vraies. Elles sont pas vraies pour ce peuple, pour ce pays. Lui, il expliquait même que par exemple, il est à un feu rouge. S'il décide de traverser au feu rouge, il y a sa tête qui est prise en... Est-ce que vous voulez ne pas sortir de votre carte bancaire au magasin, mais en contrepartie, il y a ça. À vous de choisir. Photo, et apparemment... Comment elles font les caméras pour différencier? Comme ça. Sauf que c'est sans doute que des Indiens qui surveillent. Non, bah non, c'est des IA. On est d'accord que les Européens, quand ils vont en Chine, ils font exprès pour être sur le panneau. Public shaming, c'est ça. T'es affiché devant tout le monde sur le fait que t'as traversé au rouge, quoi. Est-ce que, parce que là, on a dépeint évidemment une vision entre guillemets assez stéréotypale dans le sens où on essaie de C'est marrant, ça bug parce qu'il y a que des mecs en scooter qui n'ont pas de casque. Ah ouais. Une certaine manière dont ça fonctionne. C'est vrai en moyenne. Est-ce qu'il y a des exceptions? En gros, est-ce qu'il y a des applis qui se démarquent, qui font différemment On peut pas tester toutes les applications chinoises en étant en France, c'est un peu compliqué, à moins d'avoir VPN et tout ça. Mais je crois qu'on n'a pas toutes les fonctionnalités, donc j'ai pas pu tout tester, mais celles que j'ai testées, les principales, elles ont toutes la même tête. Et on a demandé justement à Vincent, lui, ce qu'il voyait de son côté, mais apparemment, il vaut mieux pas trop sortir de ce qui est déjà fait. Déjà parce qu'il y a cette contrainte de super app, en fait, de se dire, bah maintenant, c'est plus tant tu fais une application qui est à côté
de WeChat ou à côté des géants super apps. C'est plus tu essaies de mettre ton mini-programme dans ces applications-là. Et il y a énormément de contraintes à côté de ça, au-delà du design, par le gouvernement. C'est-à-dire que quand tu fais une application, il y a beaucoup plus de chances que ton application soit mise sur le Play Store et Apple Store. T'as pas autant de régularisation. Et eux, pour le coup, il y a aussi ça. Il y a toute cette passe où il faut... Vincent expliquait que, par exemple, quand il avait sorti ses applications, il avait dû envoyer par papier, imprimer son code et envoyer ça par voie postale au gouvernement pour qu'il puisse reviser justement son code et que son application soit approuvée. Donc, de manière générale, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est les applications chinoises essaient pas trop de dévier de ce qui existe déjà, parce qu'en fait ça marche, ce qui existe marche déjà, donc du coup on réussit ces codes-là. Et en réalité c'est un peu pareil pour nous en Occident, on essaie de pas trop dévier, et encore une fois c'est pour ça qu'il y a des codes et qu'il y a beaucoup plus de documentation UX sur le web et les apps, parce qu'en fait c'est plus facile, il y a plus d'études, il y a plus d'applications, il y a plus de cas d'usage, et si ça marche, on se dit voilà, on le réutilise. Tu utilises tout ce que l'utilisateur a appris avant de venir sur ton site. Exactement. Tu pars pas de zéro à devoir lui apprendre des concepts. C'est ça. On crée des automatismes où le menu, c'est toujours comme ça. C'est intéressant. Dans une application, tu as un besoin, tu veux transférer de l'argent, tu pas envie qu'on t'explique pendant 50 minutes comment transférer de l'argent. Alors, sur notre site, en fait, c'est pas une souris. Ça marche à l'œil. Mais donc, il n'y a pas tant de différence. En tout cas, une fois que les applications marchent, ils essaient de réutiliser ça. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille vivement d'aller voir la chronique que j'ai faite sur Asahi OS. Ok, j'ai beaucoup aimé cette vidéo, Michael. Ça sent pouce bleu. Voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne d'Underscore, qui est la chaîne secondaire de Micode, où il traite des sujets tech sur Twitch. Et donc, c'était cette vidéo-là, pourquoi le design bordélique des apps chinoises est en fait brillant. Allez checker aussi la chaîne de What the Fuchs. Du coup, Maureen qui était intervenante dans cette vidéo, je vous mets le lien de sa chaîne juste dans le chat aussi. What the Fuchs 23, son arrobase, super chaîne, abonnez-vous. Bien sûr, Micode, bien sûr, le dev à Micode, pardon. Donc ça parle du UX dans les jeux vidéo. Voilà, pour ceux qui sont férus de ma chaîne et de jeux vidéo, c'est pour vous. Elle a 12 000 abonnés. Donc là, je quitte pas le live tant qu'elle a pas 150 000 abonnés, bien sûr. Donc abonnez-vous à sa chaîne. Je vous ai mis le lien dans le chat épinglé. Et aussi, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Bastille. Voilà, où il y a mes concepts principaux. Voilà, le problème caché qui ruine vos séries Netflix, la marque de chips, etc. Et ainsi qu'à ma chaîne secondaire Bastille sur MS, sur laquelle vous êtes peut-être en train de regarder cette vidéo. Abonnez-vous, car je voudrais le cadre des 100 000 abonnés. Je vous embrasse, bien sûr. Et qu'avez-vous pensé de cette discussion sur les applis chinoises ?